Bonjour, alors avant-dernière série de textes, euh, on va voir donc aujourd'hui le tuto roman. Je ne vais pas être trop longue, je pense que j'ai été beaucoup trop longue pour le théâtre. Je vais essayer de voir l'essentiel, sachant que là vous avez quand même beaucoup, sauf pour Lily, mais beaucoup de textes, de corrigés de dissertations, enfin surtout de commentaires. Donc on va essayer d'aller à l'essentiel assez rapidement. Et si vous avez un souci, vous pouvez me rappeler. Lundi, je vous donnerai les textes si jamais vous ne les avez pas tirés parce que vous devez étudier les textes sans aucune annotation. Voilà. Alors, pas mal de textes, hein, puisque vous avez 5 textes qui viennent de Germinal de Zola, Gomorrhe, donc qui est un texte plus récent, How Green Was My Valley, qui est un roman autobiographique, La vie devant soi, roman autobiographique aussi, et votre nouvelle. Donc vous aviez à choisir entre ces 9 textes. Si vous voulez, vous rajouterez l'auteur, la date ici. Normalement, je vous ai donné les feuilles, enfin au moins le tableau de ce document. Le mouvement artistique, bien évidemment, avec Zola, on sera dans le naturalisme, donc réviser la différence entre réalisme et naturalisme, comment Zola a bâti une école particulière, même si Maupassant venait du réalisme, et que, évidemment, Zola aussi, qu'est-ce qui est particulier, quelle est la différence entre naturalisme et réalisme, avec évidemment les limites d'une analyse scientifique ou d'une écriture scientifique en littérature. Avec Magnus, on est vraiment dans à la fois le contemporain et le retour à un événement majeur de la Deuxième Guerre mondiale. Algon Valley est un texte écho avec Germinal, puisqu'on n'oublie pas qu'on est sur la thématique voix populaire en littérature, avec le souci du mot populaire, qui veut dire à la fois le peuple en opposition aux gens qui sont au pouvoir, comment ça peut être le clergé, ça peut être la monarchie, ça peut être le président de la République et une certaine intelligentsia. Donc vous pouvez réfléchir à ce mot populaire, et c'est aussi ce qui plaît au plus grand nombre de gens, quelle que soit l'origine sociale de ces personnes. Donc évidemment, chez Germinal, ce sera davantage un rapport au peuple qui est asservi par une charge de travail énorme, avec un contraste très grand entre ceux qui sont exploités et les exploiteurs, même s'il y a des personnages qui sont justement intermédiaires. Avec Magnus, on parlera des voix populaires de ces jeunes enfants et de ces populations civiles qui ont été décimées pendant la Deuxième Guerre mondiale lors de grands bombardements. On peut parler d'Hiroshima, et ici on parle donc de l'Hiroshima allemand, parce que c'est comme ça aussi qu'on l'appelle, c'est-à-dire du bombardement de la ville de Hambourg. How Green Was My Valley, donc un roman qui a été traduit de l'anglais et qui fait écho à Germinal. La vie devant soi, qui est un type de roman autobiographique très intéressant, qui prend la parole au nom de ses enfants maghrébins, hein, puisque Mohamed est arabe et qu'il vient du nord de l'Afrique. Donc ici, on a une vision très particulière des choses et qui prend un peu la voix de ce peuple dont on ne parle jamais, de ces enfants délaissés, de ces enfants probablement de prostituées. Et votre nouvelle, vous pouvez aussi la prendre, mais là il va falloir que vous expliquiez évidemment votre nouvelle, les personnages, comment vous avez imaginé l'intrigue, etc. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Alors, on commence par Germinal. Une citation d'abord de Zola. Quant à ce titre de Germinal, je ne l'ai adopté qu'après bien des hésitations. Je cherchais un titre exprimant la poussée d'hommes nouveaux, l'effort que les travailleurs font même inconsciemment pour se dégager des ténèbres, si durement laborieuses où ils s'agitent encore. Et c'est un jour, par hasard, que le mot germinal m'est venu aux lèvres. Je n'en voulais pas d'abord, le trouvant trop mystique, trop symbolique, mais il représentait ce que je cherchais, un avril révolutionnaire, une envolée de la société caduque dans le printemps. Et peu à peu, je m'y suis habituée, si bien que je n'ai jamais pu en trouver un autre. S'il reste obscur pour certains lecteurs, il est devenu pour moi comme un coup de soleil qui éclaire toute l'œuvre. Alors cette citation de Zola, évidemment, vous n'allez pas la retenir en entier, mais ça peut être intéressant de garder la fin. Le titre Germinal est devenu pour moi un coup de soleil qui éclaire toute l'œuvre. Donc quand vous parlerez du titre, parce que ce titre est très chargé d'histoire et d'interprétation,
plusieurs choses. D'abord parce que c'est le printemps, le mois où tout germe. En plus, c'est le printemps, c'est le mois révolutionnaire, le mois de mai, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est le mois de la révolution, le mois où on va changer tout. Donc, pour lui, et on le sent très très bien à l'excipit, que vous n'avez pas étudié, mais dont vous pouvez parler dans l'interprétation du titre, dans l'excipit, c'est-à-dire la dernière page de Germinal, on a justement cette germination des graines et cette révolution qui germe, et donc cette métaphore filée pendant 2 pages qui nous dit que un nouveau peuple, une nouvelle ère va arriver, et que sous la terre, où tous ces ouvriers travaillent, bientôt naîtra une révolution, un monde plus juste, un monde plus humain. Donc Germinal, un titre vraiment expliqué si vous prenez un des textes issus de son roman. Alors, le premier texte qu'on avait étudié, c'est évidemment la première page, ce qu'on appelle l'incipit. Donc, c'est un chapitre qui est à étudier, un incipit avec l'excipit, parce qu'en fait, il est le diamétralement opposé. Donc, on a un personnage qui arrive, vous vous souvenez, dans la plaine, sous la nuit sans étoiles, dans l'obscurité. Et on a son arrivée, donc le cadre spatio-temporel, on est à la fin du 19e, on est dans une cité minière. Alors là, évidemment, il faut parler de l'aspect documentaire, avec Zola qui se documentait, qui était allé là-bas lors d'une grève et qui avait noté pendant une quinzaine de jours, je crois, le vocabulaire à la fois des mineurs, le vocabulaire de tout ce qui tenait à la gestion d'une mine. Donc on est avec cet homme tout seul, et avec, alors qu'on est dans le naturalisme, une évocation assez étonnante et un contraste entre l'obscurité, le sol noir, l'épaisseur d'encre, et une métaphore filée avec la mer. Les rafales larges comme une mer balayaient des lieux de marais et de terre nue, aucune ombre, le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée. Donc une jetée, c'est l'endroit où comment la mer, comment c'est une construction humaine qui est entre la mer et le port. Donc cette jetée est cette grande allée pavée, et au milieu de l'embrun, donc alors qu'on est dans le nord de la France et assez loin de la mer, Zola commence par cette métaphore de l'homme tout seul face à des éléments déchaînés et une obscurité inquiétante. Dans la deuxième partie, on a plus de renseignements. Donc on sait pratiquement donc le lieu de départ, le temps qu'il a mis à venir. Et donc là, l'objectif, qui pour l'instant était juste sur une impression de marche sur le pavé, on a à la fois l'homme qui grelotte, des détails sur son habillement, sa veste, son pantalon, son petit paquet, et on a aussi quelqu'un qui a très froid. Et là, une belle image, les lanières du vent d'Est le faisaient saigner ses mains. Donc en fait, là, on a une personnification du vent qui a comme des lanières de cuir qui fouettent le pauvre Étienne. Une seule idée occupait sa tête, donc il voudrait d'abord que le froid s'arrête. Là, c'est vraiment quelque chose d'immédiat. Et puis, évidemment, il aimerait trouver du travail. Donc là, on est encore dans des choses très précises. Sur la gauche, un trait cinématographique, à 2 km, il aperçut les feux rouges. Donc là, on a l'opposition entre le froid, la pluie, et le feu, la lumière, mais comme suspendu, comme une vision au lointain et une vision imaginaire. Donc il part, il se rapproche, et là, il a à droite une palissade et une voie ferrée. Donc on a encore des éléments très précis de l'endroit où il se trouve. Et on a un village aux toitures basses et uniformes qui est sans doute le village, le Coron, le village des ouvriers. Donc là, on avance encore 200 pas, et là, les feux reparurent. Donc toujours ce contraste entre la lumière et l'obscurité. Et donc le ciel est mort, donc une personnification assez étonnante, où on a vraiment l'impression que c'est un univers difficile, dur, et les lunes fumeuses de la même façon. C'est peut-être un vocabulaire qu'on n'attend pas chez un réaliste ou un naturaliste, mais là on a vraiment des images qui sont assez proches des images romantiques. Au ras du sol, un autre spectacle, un tas écrasé de construction, une cheminée d'usine. Donc là apparaît le personnage principal de l'œuvre de Germinal, qui est le monde de la mine. Rare lueur, encrassée, donc une notion aussi d'un monde qui est sale, qui est dangereux, qui n'est pas agréable. Alors, encore une personnification, les lanternes sont tristes, les bois noircis alignaient vaguement des profils de tréteaux gigantesques. Donc là, on a
l'impression de monstre qui arrive, et apparition fantastique. Donc là, on passe du registre réaliste, du registre qui nous montre comment une mine, comme il pouvait y en avoir beaucoup dans le nord de la France pour extraire du charbon. Et on a une apparition fantastique, donc un registre fantastique de ce monstre qui est le Voreux, puisque c'est le nom de la mine, donc celui qui dévore, le monstre, le géant qui va dévorer les mineurs, noyé de nuit et de fumée. Donc on retrouve encore l'idée de la mer. Une seule voix montait, la respiration grosse et longue d'un échappement de vapeur. Donc là encore, cette image de monstre, cette image de mine qui va dévorer ces mineurs, qui va les engloutir à la fois par le grisou, par les maladies, par les inondations et toutes les écroulements, les effondrements. Et donc dès que cette première page, dès que cet incipit, on sent que on est dans un milieu qui est dangereux avec un homme seul. Donc on a un point de vue qui est un point de vue externe. L'homme était parti de Marchienne, et parfois c'est un point de vue interne, c'est-à-dire qu'on a des choses comme la seule idée qui occupait sa tête vide d'ouvrier sans travail et sans gîte. On a un point de vue interne et un point de vue omniscient parfois quand le narrateur va plus loin que les simples pensées. Je vous laisse le trouver, les simples pensées du personnage principal. Voilà, rapidement ébauché. Donc, pour l'explication, on peut aussi évidemment revenir aux commentaires, enrichir par d'autres choses, d'autres figures de style, sachant que vous avez peu de temps et que vous aurez aussi à lire votre texte. Alors, deuxième texte, la Ducasse, donc un passage plus joyeux. Je vous avais dit, quand je vous avais présenté ce texte-là, qu'on avait ici un texte qui était plus gai. Donc c'est avant les grandes catastrophes. En fait, c'est une sorte de respiration dans le roman. On va vers une fête, c'est pratiquement la seule fête du village, où donc il va y avoir des jeux, il va y avoir des animaux, des courses, des paris, on va boire beaucoup de bière. Donc c'est un peu une image d'opulence, peut-être exagérée. Donc on a à la fois donc des personnages très importants, comme Chaval, qui est l'amoureux de Catherine. On a le concours de Pinson qui n'a pas été repris dans l'adaptation cinématographique. On a aussi donc les cloutiers des cloutiers de Marchienne, donc avec les cages. Donc là ici on a dans le premier paragraphe ce premier paragraphe nous donne des précisions sur une pratique qui aujourd'hui serait sans doute interdite, qui est la pratique d'un concours de chant, ou de cris d'oiseaux, et donc les pinsons. Alors là on voit aussi la précision de Zola avec les chichouilleux, les bastiquiques. Il prend le vocabulaire du Nord, le Picard, et on a une énumération avec des verbes: fouettait, criait, les spectateurs demeuraient muets. Donc ce contraste entre beaucoup de monde, une centaine de personnes, une musique infernale, donc on retrouve toujours cette opposition de 180 pinsons, vous imaginez, et avec certains qui meurent, puisqu'on en voyait tomber et mourir. Donc on a à la fois une fête et une violence assez étonnante, avec une version d'un jeu, une présentation d'un jeu qui paraît cruel et qui en même temps présage aussi, toujours à cette intention du romancier, d'une cruauté qui s'applique aussi à eux-mêmes, comme si c'était un peu une revanche sur la vie. Alors, la deuxième partie du texte, donc plus loin dans le texte, c'est le moment de la danse où va se jouer un moment important, c'est-à-dire que Étienne, qui jusqu'à présent vivait dans une pension où il a eu son apprentissage politique. Il a appris beaucoup de choses avec Souvarine, qui est en fait le représentant de Bakounine, un théoricien de la révolution russe, et il va en retenir certains points. Mais ce soir-là, donc, dans cette fête, une décision importante est prise, c'est-à-dire que le frère aîné de Catherine va aller vivre avec sa femme dans une des maisons du Coron, ce qui fait que le revenu qui était la paye du frère de Catherine ne va plus rentrer. Donc c'est pour cela que le père et la mère de Catherine vont proposer à Étienne de venir vivre chez eux, et c'est là où il va se rendre compte de la vie quotidienne des mineurs, et ça permet au romancier bien sûr de changer de focale et d'aller dans l'intérieur et l'intimité de la famille de Maheu. Alors ici c'est la fête, polka, piston, assourdissement, donc toujours beaucoup de bruit, on l'avait déjà dans le paragraphe précédent.
Et Maheu, donc, c'est là où il va profiter de cette situation festive pour proposer qu'Étienne vienne loger chez eux. Donc Zacharie, ce qu'on vient de dire, va les quitter et l'argent perdu, ils vont le regagner parce que une partie du salaire d'Étienne viendra payer la location. Alors le visage de la Maheude s'éclairait. Donc la Maheude, hein, c'est un nom spécial puisque c'est la femme de Maheu. Elle n'est pas caractérisée par son prénom. C'est une femme courage, une femme qui a porté 7 enfants, qui a une petite fille handicapée, qui descend à la mine malgré tout. Enfin, elle ne descend plus au moment, mais elle va descendre à la fin. Une femme qui connaît bien la mine. C'est une femme qui est difficile à convaincre et Étienne va réussir à la convaincre envers et contre tout. Et c'est elle qui va continuer à convaincre Étienne de continuer la lutte même quand il est découragé. Elle semblait sauvée de la faim une fois encore, donc là on voit la pauvreté du milieu de la mine. Sa belle humeur revint, parce que c'est une femme qui est positive, c'est une femme qui est une battante, qui est quelqu'un qui avance. Et elle commanda une nouvelle tournée de chope, donc avec la bière qui est surtout dans ce passage, qui est très présente. Étienne tâchait d'endoctriner, donc là on a encore cette idée de volonté d'Étienne de changer la vie de la mine, de fomenter une révolte contre les patrons. Et donc il s'entraîne à son discours politique pour convaincre. Et la caisse de prévoyance, c'est la caisse qui permettrait de continuer la grève en ayant un peu d'argent pour nourrir tous les mineurs qui ne travailleraient plus. Et si nous nous mettions en grève, tu comprends l'utilité de cette caisse? Nous nous fichons de la compagnie. Nous trouvons là des premiers fonds pour lui résister, hein? C'est dit, tu en es. Pierron avait baissé les yeux, pâlissant. Il bégaya. Je réfléchirai. Quand on se conduit bien, c'est la meilleure caisse de secours. Donc vous voyez que là, c'est un échec pour Étienne, puisque le premier qu'il essaye de convaincre, pour l'instant, n'est pas convaincu. Par contre, le Maheu va être convaincu. Donc là, on a un passage festif, et en même temps qui est un passage clé dans le roman, puisqu'on va passer d'un Étienne qui est un ouvrier, un simple ouvrier, à un Étienne qui va, par le fait qu'il commence à parler de la caisse de prévoyance, il commence à être menaçant pour l'entreprise, pour la mine, et puis il commence évidemment à s'introduire dans le milieu familial où le Maheu et la Maheude sont aussi des gens reconnus, reconnus par tous et vont pouvoir aussi aider Étienne à mener la révolution. Alors Maheu s'empara d'Étienne, lui proposa de le prendre comme logeur, carrément, en brave homme. Le jeune homme accepta de même, très désireux d'habiter le Coron. Donc là, tout marche. Le Coron, donc c'est la cité des mineurs. L'idée de vivre davantage avec les camarades. Zacharie revenait enfin, avec Mouquet et Levaque. Tous les trois rapportaient les odeurs du volcan, une haleine de genièvre. Donc là, on a encore une allusion à la vie de l'époque, une aigreur musquée de filles mal tenues. On a beaucoup reproché à Zola de parler de choses crues. Or, c'est ce qu'il a vu. Ils étaient très ivres, l'air content. Comme il n'y avait plus de chaise, Bouteloup s'était reculé. Et donc, attendri de voir qu'on était tous là, la famille fut une fois de plus servir de la bière. Ah, nom de Dieu, on ne s'amuse pas si souvent. Jusqu'à 10 heures, on resta. Des femmes arrivaient toujours pour emmener ou rejoindre leurs hommes. Des bandes d'enfants suivaient la queue. Et les mères ne se gênaient plus, sortaient des mamelles. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on a reproché évidemment à Zola. Or, elles allaitaient leurs enfants, blondes comme des sacs d'avoine. Donc là, on a une comparaison qui est assez étonnante. Barbouillaient de lait les poupons joufflus. Est-ce que c'est pas une hyperbole? Tandis que les petits qui marchaient déjà, gorgés de bière, allusion choquante à l'alcoolisme des enfants, se soulageaient sans honte. Alors là, c'est aussi une allusion qui va choquer beaucoup les lecteurs parisiens de ce livre. C'était une mer montante de bière. Vous voyez que la métaphore autour de la mer, on la retrouve encore. Les tonnes, alors les tonnes, évidemment, c'est les barriques de bière. La bière arrondissant les panses, coulant de partout, du nez, des yeux. Et d'ailleurs, vous voyez, là aussi, on a une exagération. Et toujours ce rapport à l'eau, à la mer, au courant. On gonflait si fort dans le tas que chacun avait une épaule ou un genou qui entrait chez le voisin, épanoui de se sentir ainsi d'écoute. Donc là, ils sont épanouis. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un moment heureux. Hein, contrairement à ce qu'on va voir par la suite, ce texte est un moment de respiration dans le roman. Un rire continu tenait les bouches ouvertes, donc ils sont saouls, ils sont ivres, tout va bien, fendu jusqu'aux oreilles. Une chaleur de four, on cuisait, on se mettait à l'aise, hein, on n'oublie pas qu'on est au début de l'été. Les pipes, donc en plus des buveurs, il y a aussi des fumeurs. Une fille se levait, près de la pompe, se troussait, donc on se doute qu'elle va faire ses besoins. Sous les guirlandes de papier peint, les danseurs ne se voyaient plus tellement ils suaient, donc une atmosphère de chaleur, tous les sens. Quelqu'un disait, qui écrit sur les parfums, que Zola était très sensible aux odeurs,
Et là, on a à la fois l'odeur de la bière, l'odeur de la sueur, l'odeur des besoins naturels que les enfants font sous la table. On a aussi l'allusion sexuelle, culbuter les herscheuses, on l'a déjà vu dans plusieurs passages du livre, au hasard des coups de rein, mais lorsqu'une gaillarde tombait avec un homme par-dessus elle, le piston. Donc le piston, c'est la musique. Donc en plus, on a parlé des 5 sens, donc olfactif, bien sûr, visuel forcément, le goût avec cette bière que tout le monde boit, et puis on a les frites aussi, bien sûr, dans un autre passage, et puis on a les allusions sonores avec cet orchestre qui parle très fort. Donc le piston, là, c'est la musique qui n'arrête pas. Le branle des pieds les roulait comme si le bal se fût éboulé sur eux, et la fin ne peut pas ne pas évoquer cet éboulement qui va rendre Jeanlin handicapé à vie, et cet éboulement qui est une menace permanente dans la mine. Donc un passage intéressant qui nous montre à la fois le talent naturaliste, réaliste d'écriture de Zola, et qui nous montre aussi un moment gai de la vie des mineurs. Alors, Germinal, la révolte des mineurs. Donc un passage beaucoup plus sombre, mais en même temps toujours cet espoir de voir la révolution, les changements, la prise de pouvoir des mineurs progresser. Donc un passage que vous avez étudié, dont vous avez la correction, le commentaire, etc. Donc on va simplement le parcourir. Les femmes avaient paru près d'1 millier de femmes. Alors évidemment, là, on a encore une vision un peu épique, comme une révolution en marche, avec ce nombre de mineurs. Donc il a probablement été, quand il était allé à la grève dans impressionné par le nombre de mineurs et le nombre de personnes mobilisées. Les cheveux épars, dépeignés, les guenilles. Donc là, on voit que la grève a fait des ravages. Il n'y a plus le soin de ses vêtements. Il y a ces cheveux de femmes qui sont un peu hagards. Et donc, c'est les femmes qui mènent la danse. Et ça, c'est très original. La peau nue, les nudité de femelles lasses. Donc, l'as d'enfanter demeure la fin. On retrouve ici l'idée de mamelle qu'on avait au-dessus. Une vision assez curieuse des femmes dans leur rôle d'enfantement et de mère. Et en même temps, qui elles enfantent des enfants qui vont mourir de faim. Donc certaines ont leurs enfants, l'agitent ainsi qu'un drapeau de deuil et de vengeance, en montrant qu'elles ne veulent pas que ces enfants-là. Donc là, on a une comparaison qui est très belle, un enfant qui est un drapeau, d'autres plus jeunes avec des gorges gonflées de guerrières. Donc là, on a encore ce sentiment d'une guerre en marche, et donc avec du lait dans leurs seins, ou avec des femmes qui sont jeunes et qui ont des gros seins. Et donc la menace de ces femmes-là avec des bâtons, elles veulent... donc là, on a tout le peuple des femmes, les femmes qui sont mères, les femmes qui sont jeunes, et de l'autre côté, les vieilles affreuses. Donc là, on a vraiment un tableau qui est presque un tableau de Dürer, où on pourrait penser à celui de Daumier. Les cordes de leurs coups décharnés semblaient se rompre. Là encore, on peut se demander si Zola n'en fait pas trop, mais en tous les cas, on voit bien le tableau, on pourrait le dessiner avec ces 3 catégories de femmes: les mères avec leurs enfants, les femmes, les jeunes femmes qui n'ont pas encore d'enfants, qui sont prometteuses, qui sont agressives, qui sont guerrières, et les vieilles qui n'ont pas perdu de leur combativité. Alors les hommes arrivent ensuite, donc là ils sont encore plus nombreux, ils sont 2000. Et là, on a justement ce vocabulaire particulier, les galibots, les haveurs, les raccommodeurs, qui montrent bien que Zola a fait un travail de journaliste, de documentariste important. Elle roule d'un seul bloc. Donc là, les hommes, on n'a pas de catégorie comme pour les femmes. Et on a par contre les tricots de laine en loques. Donc pareil, cette difficulté d'être bien habillé avec la grève qui continue. Les culottes déteintes, donc ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus s'acheter de vêtements. Et donc une uniformité terreuse. Donc on a cette histoire d'hommes qui sont dans la peine, qui sont dans une grève dure. Les yeux brûlés, on voyait seulement les trous des bouches noires chantant la Marseillaise. Donc là, il ne faut pas oublier que la Marseillaise est un hymne national récent. C'est un chant de revendication. Et les bouches noires, est-ce que c'est parce que ce sont des mineurs? Est-ce que c'est parce qu'il leur manque des dents? On peut faire plusieurs hypothèses. Alors ici, on a la première comparaison aux animaux, même si chez les femelles, on avait aussi déjà cette idée-là. Mais là, on a carrément le mugissement, comme si c'était un troupeau de vaches ou de taureaux. Le claquement des sabots, on pourrait croire aussi que ce sont des animaux.
hein, alors qu'il portait probablement des sabots en bois et qui font du bruit forcément sur le pavé. Au-dessus des têtes, parmi le hérissement des barres de fer, une hache passa, donc là encore une menace, portée toute droite, et cette hache unique qui était comme l'étendard, donc là on retrouve l'idée de drapeau, de révolution, hein, quelle révolution, quelle ne se passe pas sans un drapeau, avait dans le ciel clair le profil aigu d'un couperet de guillotine, donc là encore une idée de tuer les bourgeois, de tuer les patrons, d'une idée de vengeance. Alors ici, on arrive à l'autre catégorie de population, très caricaturale évidemment, qui est celle des patrons. Donc, oh, quel visage atroce, balbutia Madame Hennebeau. Donc, on a un vocabulaire différent, et avec le diable m'emporte, si j'en reconnais un seul, d'où sortent-ils donc ces bandits-là? On a une langue, alors qu'on n'a pas entendu la parole, hein, il n'y a pas une seule image, à part la Marseillaise on n'a pas d'image sonore à part la Marseillaise. Là, on a trois tirades, trois éléments de dialogue. Quel visage atroce, donc une phrase exclamative. Ici, une phrase exclamative et une phrase interrogative. Et là, pour conclure le texte, oh, superbe, Lucie et Jeanne, donc ces jeunes filles qui sont artistes, et par cette belle horreur, là on a un oxymore, comment une horreur peut être belle. En tous les cas, elles pensent plus au tableau qu'elles vont faire, elles sont bien protégées, elles se sont cachées. Et on retrouve ici, entre la tirade des filles et de Madame Hortense et de Hennebeau, donc Madame Hortense et Négrel, donc on retrouve nos manifestants, et en effet la colère, la faim, ces 2 mois de souffrance et cette débandade enragée, donc une énumération intéressante, puisqu'on a à la fois des sentiments, et on a ici le journaliste qui nous explique que la grève dure depuis 2 mois. Donc une débandade, hein, ils ne sont pas bien organisés, enragés, et ils traversent les fosses, donc les différentes mines. Ils avaient allongé en mâchoire de bêtes fauves. Alors là, on retrouve le mugissement et les sabots, les faces placides des houilleurs de Montsou. À ce moment, le soleil se couchait, les derniers rayons d'un pourpre sombre ensanglantaient la plaine. Donc là, on a une image très forte, hein, le rayon du soleil, le coucher du soleil est rouge, et là, on a aussi une menace de mort qui fait écho à la guillotine, à la hache, etc. Alors, la route sembla charrier du sang. Les femmes et les hommes continuaient à galoper, encore une allusion, saignant comme des bouchers en pleine tuerie. Donc on a là vraiment une image de menace qui est très claire, avec à la fois les minaires qui deviennent des animaux, des bouchers en pleine tuerie, et en face des bourgeois isolés qui essayent de se racinérer, de se rassurer, tout en ayant un petit peu peur, puisque les mineurs sont devenus des bandits. Voilà, on passe à la suite du texte. Donc Madame Hennebeau qui regarde, évidemment, ils sont là cachés dans une cabane, ils ont peur. Négrel se sentait blêmir, donc on se rend compte aussi qu'il y a un effet de ces mineurs et que c'est efficace. Épouvante, donc ça va très loin, hein, puisqu'on a des termes qui nous montrent bien qu'ils ont très peur. Dans le foin, Cécile ne bougeait plus, et les autres, malgré leur désir de détourner les yeux, regardaient quand même. Alors la vision rouge, on retrouve la révolution qui les emporterait tous, donc avec cet espoir évidemment de Zola qu'un jour la révolution sera efficace et renversera les bourgeois. Une soirée sanglante, un soir de peuple lâché, débridé, on retrouve la notion de galop, c'est la 2e fois, et il ruissellerait du sang des bourgeois, donc toujours une image en rapport avec l'eau. Il promènerait des têtes, donc là une allusion très claire à la Révolution française et à d'autres événements de l'histoire de France où les têtes des puissants sont montées sur une pique et promenées. Les coffres éventrés, donc la richesse qui revient aux pauvres, et donc les mâchoires de loup, toujours l'image d'animaux qu'on a trouvé au-dessus. Ce zoomorphisme ou cet anthropomorphisme qu'on va retrouver, ce zoomorphisme qu'on va retrouver dans la ferme des animaux. Ce seraient les mêmes guenilles, le même tonnerre de gros sabots, de peau sale, et donc là on a vraiment un point de vue omniscient, puisqu'ici c'est l'auteur Zola qui parle. Des incendies flamberaient, ne laisseraient pas debout une pierre de ville, on retournerait à la vie sauvage dans les bois, donc toujours allusion à l'animal après la grande ripaille. Les femmes videraient les caves des riches, donc toujours cette idée de vengeance. Il n'y aurait plus un sou des fortunes, plus un titre des situations acquises, jusqu'au jour où une nouvelle terre repousserait peut-être. Donc on a toujours l'idée de germinal. Oui, c'était ces choses qui passaient sur la route comme une force de la nature, et ils en recevaient le vent terrible au visage. Et là on retourne
à la situation, un grand cri s'éleva, domina la Marseillaise, du pain, du pain, du pain. Donc là, on voit bien le jeu de force, hein, le rapport de force entre les deux populations. Voilà, alors on passe sans transition à Germinal, donc l'accident de Jeanlin. Donc ici, on va aller à l'intérieur de la mine. On va retrouver l'ambiance des mineurs qu'on va vivre régulièrement avec plusieurs accidents, puisqu'on aura on aura les inondations à la fin avec le sabotage de sous-marines, on aura des effondrements et des menaces d'effondrement des bois, c'est ce qui va provoquer la grève, puisque les bois, on va faire des économies, et du coup les galeries vont s'effondrer ou risquer de s'effondrer, ce qui va donc provoquer la colère des mineurs, puisqu'ils ne sont pas payés pour mettre ces bois. Et puis, donc, on aura aussi le grisou et la menace, évidemment, perpétuelle avec Bonnemort de cette mort due au charbon inhalé, aux vapeurs de charbon inhalé. Alors, on va essayer de mettre tout le texte sur la même page. Voilà. Le train repartit au voyage suivant lorsqu'il eut ouvert la porte d'aérage. Vous voyez que là, on a des vocabulaires techniques. D'un coup de tête, Bataille, donc le cheval, de nouveau refusa d'avancer, hennissant, tremblant. Enfin, il se décida, fila d'un trait. Jeanlin, qui refermait la porte, était resté en arrière. Donc ce cheval, qui est très important dans les mines, annonce en fait ce qui va suivre, hein, puisqu'il tremble et il hennit. Donc il a senti quelque chose. Il se baissa, donc ici on est toujours avec Jeanlin, regarda la mare où il pataugeait, puis élevant sa lampe, donc une succession de verbes, hein, baissa, regarda, pataugeait, élevant sa lampe, il s'aperçut que le bois avait fléchi. Donc là on est effectivement dans le sujet des bois. Sous la femme qui était en couche, sous le suintement continu d'une source, justement à Haveur, donc là on a encore du vocabulaire technique, rappelez-vous de ce que ça veut dire, un homme berloque, dit Chicot, arrivant de sa taille, pressé de revoir sa femme qui était en couche. Lui aussi s'arrêta. Donc là on a les deux acteurs principaux de l'histoire, de ce passage, Berloque, dit Chicot et Jeanlin. Et tout d'un coup, comme le petit allait s'élancer pour rejoindre son train, un craquement formidable s'était fait entendre, l'éboulement avait englouti l'homme et l'enfant. Donc voilà, donc là les bois n'ont pas été solides et cela s'est écroulé. Une poussière montait dans les voies, aveuglait et étouffait les mineurs. Donc là on change la focale, on change l'endroit. On est du côté des mineurs et là on voit la solidarité des mineurs qui d'un seul coup vont s'unir pour arriver et pour aider à dégager Jeanlin ou à voir ce qui se passe. Donc ce galop d'homme noir, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire une allusion aux animaux, au fond de ces trous de taupe, donc deuxième allusion aux animaux, puisqu'ils sont vraiment au fond de la terre, hein, ils pouvaient descendre très très profondément jusqu'à, je crois, 10 étages sous terre. Lorsque les premiers butèrent contre l'éboulement, ils crièrent et appelèrent les camarades. Donc là, ce vocabulaire-là montre bien la solidarité des ouvriers entre eux. Une seconde bande venue par la taille du fond se trouvait de l'autre côté des terres. Tout de suite, on constata que le toit s'était effondré sur une dizaine de mètres au plus. Donc vous imaginez, une dizaine de mètres, ça fait 5 étages. Le dommage n'avait rien de grave. Donc, on a à la fois une atténuation de la difficulté, mais les cœurs se serrèrent lorsqu'un râle de mort sortit des décombres. Bébert lâcha son train, accourait en répétant. Donc là, on arrive à une scène, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs personnages qui vont échanger et on est dans l'urgence. Jeanlin est dessous, Jeanlin est dessous. Maheu, à ce moment même, donc on se rappelle que Maheu, c'est le père de la famille où va être hébergé Étienne. C'est un homme d'expérience qui a son père Bonnemort qui a travaillé à la mine. Il a ses enfants qui travaillent à la mine. Il a 7 enfants. C'est quelqu'un qui est reconnu pour son autorité naturelle. Et donc, il déboule de la cheminée avec Zacharie et Étienne. Et il se trouve qu'en plus, Jeanlin, bien sûr, est son fils. Il fut pris d'une fureur de désespoir. Il n'a chaque des jurons. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Évidemment, ici, on voit que en tant que père, il est encore plus paniqué que si c'était un autre des mineurs. Catherine, Lydie, la Mouquette, donc les femmes, qui arrivent en galopant, comme des animaux, se mirent à sangler et à hurler d'épouvante au milieu de l'effrayant désordre que les ténèbres augmentaient. Donc là, elles paniquent, elles font une sorte de crise d'hystérie. On voulait les faire taire, elles s'affolaient et hurlaient plus fort à chaque râle. Donc elles entendent le râle des morts, donc on a deux sources sonores, et de l'autre côté, on a ces femmes. Le porion, donc encore un vocabulaire technique, Richomme, était arrivé au pas de course, désolé que ni l'ingénieur Négrel ni Dansaert ne fussent à la fosse. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas là au moment où ils devraient être là. L'oreille collée contre les roches, il écoutait. Donc c'est lui l'autorité, la parole d'autorité, puisqu'il est porion. Et donc, il va dire que ce n'est pas l'enfant qui râle, mais celui qu'on a vu tout au début. Donc, comment il s'appelle, vous vous rappelez? Il s'appelle Chicot ou Berloque.
On parlait à l'agonisant, on lui demandait son nom, le râle seul répondait. Donc vous voyez cette espèce de jeu, ce dialogue et ce suspense, parce que là on est en plein suspense, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas? Dépêchons, répétait Richomme, qui avait déjà organisé le sauvetage. On causera ensuite. Donc là c'est quelqu'un qui est dans l'agir, alors qu'il y a une grande panique à la fois et une, comment on pourrait dire ça, une sidération de la part là on a aussi un vocabulaire de mineur de la part du père, donc là on a une succession effectivement de verbes d'action. Des deux côtés les mineurs attaquaient l'éboulement avec la pioche et la pelle. Chaval travaillait sans une parole, donc là on voit un Chaval qui est très dynamique, à côté de Maheu et Étienne. Donc là Maheu et Étienne se retrouvent tous, hein, le père, Étienne qui est hébergé et Chaval qui est un concurrent, hein, d'Étienne, se retrouvent tous pour travailler. Zacharie, là, on voit qu'il est aussi un meneur, comme son père, puisque c'est le fils de Maheu. Et l'heure de la sortie était venue, aucun n'avait mangé, mais on ne s'allait pas pour la soupe, tant que les camarades se trouvaient en péril. Donc un passage qui est très beau, qui parle de la solidarité des hommes, qui parle du danger quotidien, et qui est à la fois une petite scène, comme une scène de théâtre, avec donc cet affolement. Hein, donc c'est très bien mis en scène, avec des verbes d'action, des successions, des allusions sonores. On a aussi l'allusion aux animaux. On a toute une série d'éléments qui nous permettent de bien comprendre la vie dans la mine. Voilà. Alors, on passe maintenant au discours d'Étienne. Un silence profond tomba du ciel étoilé. La foule qu'on ne voyait pas se taisait dans la nuit sous cette parole qui lui étouffait le cœur, et l'on n'entendait que son souffle désespéré au travers des arbres. Alors on retrouve un peu l'ambiance de l'Incipit, c'est-à-dire qu'on est dans une nuit un peu mystérieuse, avec le ciel étoilé. Donc là par contre, le ciel étoilé montre plutôt un espoir avec ses étoiles, cette lumière, et cette immense foule qui va écouter le discours d'Étienne, qui s'essaye, c'est pas un grand orateur, il a appris les rudiments avec Souvarine du discours militant, donc il va s'essayer. Mais Étienne déjà continuait d'une voix changée. Ce n'était plus le secrétaire de l'association qui parlait, c'était le chef de bande. Donc là on retrouve nos forbans et nos bandits du texte d'avant. L'apôtre, alors c'est assez étonnant d'avoir ici une allusion chrétienne. Donc il va apporter la vérité. Alors quand on sait la suite de Germinal, on peut se poser des questions, mais en tous les cas, il va fanatiser la foule, il va l'entraîner avec lui. Est-ce qu'il se trouvait des lâches pour manquer à leurs paroles? Donc là déjà, il y a un vocabulaire qui est très précis, on ne peut pas échapper à ce destin, et donc il ne faut pas qu'il y ait de lâches. Depuis un mois, on aurait souffert inutilement, on retournerait aux fosses. Donc ici, on assiste à un discours indirect libre, puisqu'il n'y a pas... et Étienne prit la parole en disant, on est dans le discours qui monte assez loin, ici, voilà. Ici, on a du discours indirect libre. Quoi, depuis un mois, on aurait souffert inutilement, on retournerait aux fosses la tête basse et l'éternelle misère recommencerait? Phrase exclamative, après une phrase interrogative. Ne valait-il pas mieux mourir tout de suite en essayant de détruire cette tyrannie du capital qui affamait le travailleur? Vous voyez le vocabulaire très précis, la tyrannie du capital. On sent que Souvarine a influencé Étienne. Ne valait-il pas mieux mourir tout de suite? Donc là, c'est vraiment une position extrême qui montre aussi l'éloquence de l'orateur. Toujours se soumettre devant la faim, jusqu'au moment où la faim de nouveau jetait les plus calmes à la révolte. N'était-ce pas un jeu stupide qui ne pouvait durer davantage? Donc là, on est à une période de la grève qui est une grève dure, puisque c'est une grève qui va entraîner la vie ou la mort. Donc on est pratiquement dans un registre épique, un registre pathétique. Et là, on est plus dans la réalité, et il montrait les mineurs exploités, supportant à eux seuls les désastres des crises, réduits à ne plus manger dès que les nécessités de la concurrence. Alors là encore, vocabulaire du militant qui veut montrer qu'on n'a pas à subir les prix de revient qui s'abaissent du fait des cours du charbon, il faut avoir le même prix. Non, le tarif de boisage n'était pas acceptable. Et ça, c'est important parce que c'est la raison numéro 1, on l'a vu avec l'effondrement de la galerie pour Jeanlin. Le tarif de boisage n'était pas acceptable, c'est le démarrage de la grève. Vous vous rappelez, les gilets jaunes, c'est le tarif de l'essence et qui a fait flamber les populations dans les ronds-points. Et bien là, c'est le tarif de boisage. Il n'y avait qu'une économie déguisée, on voulait voler à chaque homme 1 heure de son travail par jour. Voilà, donc toujours cette idée de futur, et là on retrouve le discours indirect. C'était trop cette fois, le temps venait où les misérables poussés à bout feraient justice. Encore une allusion à son art d'orateur, il resta les bras en l'air. La foule, à ce mot de justice, secouée d'un long frisson. Donc là, encore le côté sensitif, éclata en applaudissements, évocation sonore, qui roulait avec un bruit de feuilles sèches.
Donc là, on a aussi une évocation sonore. Des voix criaient « Justice, il est temps, justice !» Donc des mots qui sont très importants dans toute lutte. Hein. Pensez à la lutte pour les droits civiques ou les droits des femmes. Ils demandent la justice. Ce n'est pas juste. Ils vivent une situation injuste. Peu à peu, Étienne s'échauffait, donc toujours l'orateur, là, l'allusion à l'orateur. Il n'avait pas l'abondance facile et courante de Rasseneur. Donc Rasseneur, c'est celui qui tient la pension où il était. Et Rasseneur, avec Souvarine, disserte énormément de la situation des mineurs. C'est lui-même un ancien mineur. Les mots lui manquaient souvent, il devait torturer sa phrase. Donc là, on voit bien que c'est difficile pour lui. Des images qui montrent il a un effort. Son coup d'épaule montre qu'il est un peu gêné, comme un tic. Seulement, à ces heures continuelles, il rencontrait des images d'une énergie familière. Donc en fait, il a du mal à parler, mais en même temps, dans l'improvisation de son discours, il réussit à parler aux mineurs. Il arrive à empoigner son auditoire parce qu'il va prendre des images familières, des images de leur vie quotidienne. Il la connaît bien. Ses gestes d'ouvrier au chantier, ses coups de rentrée puis détendus, lançant les poings. Donc là, vous voyez qu'on a toute une série d'évocations de la gestuelle d'Étienne. Sa mâchoire brusquement avancée. Donc là, on retrouve la mâchoire agressive, la mâchoire presque animale, comme pour mordre. On retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. Avait aussi une action extraordinaire sur les camarades. Tous le disaient, il n'était pas grand, mais il se faisait écouter. Donc là, on a aussi du discours indirect. Étienne n'est pas grand, mais il se fait écouter. Le salariat est une forme nouvelle de l'esclavage, reprit-il, d'une voix plus vibrante. La mine doit être aux mineurs. Donc là, des phrases qui sont au présent de vérité générale. Comme la mer est aux pêcheurs, comme la terre est aux paysans. Entendez-vous, la mine vous appartient, à vous tous, qui depuis un siècle avez payé de tant de sang et de misère. Donc là, on a évidemment derrière les paroles d'Étienne une parole de Zola, et on a aussi une parole qui va être prise dans d'autres manifestations. N'oubliez pas que le cercueil de Zola a été suivi par 200 000 personnes qui criaient « Germinal, Germinal » comme un cri de révolte pour sortir de cette misère. Le peuple des mineurs n'avait donc qu'à reconquérir son bien. Ça, c'est point de vue omniscient. Et les mains tendues, donc là on est dans la description, il indiquait le pays entier au-delà de la forêt. Donc là, on a encore une fois l'attitude d'Étienne. À ce moment, la lune, qui montait de l'horizon glissant des hautes branches, l'éclaira. Donc là, une espèce de vision fantastique ou épique, lorsque la foule encore dans l'ombre, donc toujours ce jeu de lumière et d'obscurité, l'aperçut blanc de lumière. Donc il a la lune qui l'éclaire, un projecteur naturel, distribuant la fortune de ses mains ouvertes. Donc là, on retrouve l'idée de l'apôtre, pensée au prêtre lors de la messe. La foule applaudit d'un battement prolongé. Oui, oui, il a raison, bravo. Donc là, on voit dans ce passage la capacité d'orateur d'Étienne et la capacité de Zola à mettre en scène un moment important où Étienne va réussir à convaincre avec à la fois des arguments économiques, le boisage, des arguments politiques et puis relatifs aux droits de l'homme avec l'injustice que vivent les ouvriers, et des arguments qui sont aussi des arguments qui sont à chercher dans le registre de la passion, des sentiments et de son talent tout simplement de orateur débutant. Voilà. Alors on va reprendre tout à l'heure « Qu'elle était verte ma vallée ».